Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invitée ce matin est Valérie Tabar. Elle est conseillère régionale écologiste, membre du groupe Braise-Aglaise au Conseil régional de Bretagne. Elle est venue jusqu'au micro de Bretagne 5 de bon matin pour être en direct avec nous. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, écologiste, autonomiste. Dans le groupe autonomiste, voilà. Alors, je rajoute autonomiste, un mot qui ne fait plus peur. On en a déjà parlé sur cette antenne et on va en parler évidemment au cours de cet entretien. Valérie Tabar, beaucoup de choses, beaucoup d'actualités aujourd'hui dans l'actualité générale, allais-je dire, mais aussi beaucoup d'actualités au Conseil régional. Et il y a, allez, on va évacuer la question tout de suite, ce grand engage, si j'ose dire, du groupe écologiste. Qu'est-ce qui se passe? Claire Desmarres-Poirier s'est exprimée. On l'a entendu, Claire Desmarres maintenant s'est exprimée pour, voilà, un petit peu, allez, on va dire dénoncer le départ de plusieurs élus. Qu'est-ce qui se passe au sein du groupe écologiste? Alors moi, je ne vais pas parler au nom du groupe, enfin des 3 collègues qui ont quitté le groupe écologiste. Par contre, je peux rappeler le geste politique que nous avons fait en juillet, où nous avons quitté l'intergroupe. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait aussi fondé la création d'un autre groupe par rapport au groupe de Claire Desmarres, parce qu'il y a un certain nombre de points où on ne se retrouve pas. C'est-à-dire que je crois que la politique, c'est absolument pas être auto-centré sur soi. La politique, c'est la capacité à mobiliser et à se rassembler. Et on ne peut que constater que Claire Desmarres s'enferme dans une trajectoire très personnelle de buzz médiatique autour de sa personne. Et autant il peut y avoir des sujets de clivage, mais ce sont des sujets de fond qu'il faut poser dans le débat politique et avec une capacité à mobiliser et rassembler autour de soi. Le personnel, finalement, a pris le pas sur le collectif. Oui, complètement. Alors moi, je viens complètement d'une culture politique du collectif et je crois que la politique, c'est ça. Et je crois que la gauche, particulièrement, porte les valeurs du collectif. Même si, bien sûr, il y a des trajectoires aussi de leader. Mais un leader, il ne tient sa légitimité que dans sa capacité à fédérer un groupe et à fédérer un électorat. Alors, est-ce que ça va changer le fonctionnement du groupe finalement? J'imagine que oui, ça va être un peu plus compliqué. Alors, pour nous, en ce qui concerne notre groupe, moi je parlerai de notre groupe très clairement, puisqu'on a eu des contacts, ils sont venus vers nous, les 3 personnes qui ont quitté le groupe écologiste, et qu'on va pouvoir redémarrer un travail de coopération, de partage, puisqu'il y a beaucoup de convergence de fond, et que sur la stratégie, là on se retrouve, c'est-à-dire qu'on veut être une opposition crédible, c'est-à-dire qu'on travaille sur le fond, crédible parce qu'on est en capacité de faire des propositions bien au-delà de postures simplement médiatiques. Et de faire du buzz autour de soi. Donc, et on est une opposition ferme et exigeante. Je voudrais le dire parce que trop souvent, autrement, là, on voit bien qu'il y a un autre récit qui est en train de se construire et complètement déformé de la réalité. Nous sommes bien dans une opposition très ferme et exigeante, le groupe Braise-Aglaise et puis les 3 élus écologistes avec lesquels maintenant nous allons désormais retravailler. Alors, il y a, je le disais en commençant, beaucoup de sujets sur la table. On a beaucoup parlé des algues vertes. On en a parlé aussi sur cette antenne. Alors, il y a le plan algues vertes. Là aussi, c'est compliqué. C'est compliqué, alors c'est compliqué, mais ce qui est important, c'est là que moi je me situe pas, contrairement à si on revient au premier point, ce que dit Claire Desmarres sur le fait qu'il y aurait des gens qui choisiraient une écologie de confort, d'accommodement, pas du tout. Enfin moi je suis intervenue sur le débat algues vertes en session et il faut mettre les sujets sur la table. Donc c'est peut-être compliqué, mais je l'assume, nous l'assumons avec notre groupe et là nous avons pu dire que le plan algues vertes 3e génération là ne va pas régler du tout le problème parce qu'on n'aborde pas la question de la réduction des apports en azote. On n'est que, encore une fois, alors que les plans précédents ont été jugés inefficaces, et bien encore une fois, on n'est que sur la réduction des fuites d'azote. Donc on garde le potentiel productif, on ne change rien. Et donc nous disons très clairement et très fermement qu'il faut revoir le modèle agricole, mais pas du tout en pointant du doigt, en faisant des injonctions auprès du monde agricole, parce que, et j'ai fait une tribune dans le Télégramme hier, où c'est clair pour nous, s'il n'y a pas à déresponsabiliser le monde agricole, il n'y a pas non plus à le surresponsabiliser en s'abstenant de créer les conditions de changement, et notamment les conditions rémunératrices du revenu des agriculteurs. Il faut arriver à maintenir ce dialogue avec les agriculteurs, dialogue nécessaire pour avancer finalement. Complètement, mais il faut pouvoir aussi dire que le cap, il doit être très clair. Alors très clairement aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est l'État qui a le pouvoir législatif, réglementaire, les leviers financiers, fiscaux. Quand on est dans un groupe autonomiste, on souhaite que, dans le cadre d'une France et d'une Europe fédérale, on souhaite que les régions, et particulièrement la région Bretagne, récupèrent une partie de ces pouvoirs-là, parce que c'est plus facile de porter des politiques plus efficaces, au plus près du terrain. Mais en tout cas, donc pour le moment, c'est l'État qui a ses responsabilités, et notamment le pilotage de la PAC, où c'est plusieurs millions d'euros, et c'est sans commune mesure avec les quelques millions d'euros qu'on met sur le plat. Et c'est là qu'il faut réorienter les systèmes. Et c'est là que nous disons, il faut pouvoir aider les agriculteurs à avoir une agriculture liée à la vie des sols, dimensionnée à la capacité des sols, de l'eau et de l'air. Il y a eu beaucoup d'évolutions de la part des agriculteurs. On a une jeune génération d'agriculteurs qui est beaucoup plus sensibilisée aux problèmes du climat, aux problèmes de l'environnement. C'est peut-être pas encore abouti, si vous me permettez, mais on a cette sensibilisation. Est-ce que c'est plus facile de discuter avec cette jeune génération d'agriculteurs, voilà, de faire passer des idées? Bon, en tout cas, moi je suis toujours dans le dialogue, et je viens du milieu agricole, j'ai une activité professionnelle en lien avec les agriculteurs, et donc voilà, je suis très à l'aise avec le monde agricole. Moi je crois qu'il y a deux risques aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a vraiment un dialogue et une bataille aussi des idées et politiques et culturelles à mener. C'est que d'une part, on ne regarde que la stratégie bas carbone, on ne regarde que la baisse des émissions à gaz à effet de serre. Non, il faut regarder dans un prisme très large les questions environnementales, c'est-à-dire qu'il faut regarder la question de la qualité de l'eau, il faut regarder la question de la biodiversité, il faut regarder la question de la qualité de l'air. Donc il faut pouvoir justifier d'une activité agricole, d'une pratique agricole qui justement n'obère pas toutes ces critères, toutes ces qualités, quoi. Donc voilà. Et le deuxième risque, c'est de penser que la réponse va être dans la technologie. Et ça, on le voit. On le voit dans la littérature, dans la presse, dans l'expression, voilà, que tout d'un coup, c'est par voilà, des outils de précision qu'on va réussir à doser. Non. Les pesticides sont un problème de santé majeur. Là aussi, disons-le très fermement. Par contre, on ne peut pas dire du jour au lendemain aux agriculteurs d'arrêter. Il faut créer, encore une fois, les conditions du revenu des agriculteurs pour qu'ils puissent opérer les changements. Mais les pesticides sont un problème de santé. L'excédent d'azote est un problème de nitrate et donc d'algues vertes. Et encore une fois, quand la droite redit il faut régler la question d'assainissement, stop. Ça suffit. À 90 à 95%, les algues vertes viennent du nitrate agricole. C'est prouvé scientifiquement. Donc, passons à autre chose. Voilà. Donc, mettons les sujets sur la table, mais encore une fois, avec le monde agricole. Alors, l'eau, vous avez prononcé ce mot plusieurs fois, Valérie Tabar, depuis le début de cet entretien. L'eau, aujourd'hui, c'est le réel problème en Bretagne. On va manquer d'eau. On a des restrictions. Alors, on n'est pas encore dans la zone rouge, mais on est dans la zone très orangée. Est-ce qu'il va falloir avoir une politique de l'eau au niveau de la Bretagne? Est-ce que la région peut avoir une forme de compétence pour pouvoir appuyer, travailler sur une véritable politique de l'eau? Pour nous, oui. Pour nous, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la région a une compétence dans l'animation de la politique de l'eau, faire se rencontrer les acteurs. Et il y a eu une rencontre auquel nous n'avons pas été associés, mais de l'ABE, l'Assemblée bretonne de l'eau. Pour autant, là encore, et d'une certaine manière, ça préfigure une perspective de plus grande autonomie de la région Bretagne. Nous, on pense que aujourd'hui, la collectivité régionale devrait donner un cap, que ce soit dans le monde agricole, par exemple, sur l'agriculture, puisqu'on en parlait, et aussi sur l'eau. Donc, oui, élabore une politique de l'eau. Et très clairement, c'est très préoccupant, la question aujourd'hui du manque de disponibilité de l'eau. On a des eaux de surface, on a des eaux de très mauvaise qualité en Bretagne. Donc forcément, en plus, moins d'eau, ça rend encore plus aiguë la question de la pollution. On parle de nitrates, mais aussi des pesticides, des métabolites. Aujourd'hui, le grand public ouvre les yeux puisqu'il y a eu une enquête de complément d'enquête de France 2, et puis voilà, article du Monde. Et donc, moi, voilà, ça fait depuis plus d'un an que régulièrement, en commission permanente, je porte, au nom de mon groupe, Bresse Aglaise, la question des métabolites.
et de ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut en dire un mot de ces métabolites, hein, c'est le terme qui a été employé? Oui, alors les métabolites, c'est le produit de la dégradation des pesticides, en recomposition aussi avec des éléments naturels. Et donc, voilà, ça veut dire que ce sont des produits qui sont nocifs pour la santé. Et encore, voilà, toutes les recherches ne sont pas encore bien menées. On parle de cancer quand même, ça fait peur. De toute façon, le lien est établi. Le lien est établi entre pesticides ou métabolites, produits de sa dégradation, et santé. Le lien est établi. Maintenant, il reste la volonté politique. Donc, à la fois, c'est vrai qu'on n'a pas envie de faire peur dans les campagnes, mais en même temps, il faut poser les choses sur la table et ne pas nier. Voilà. Donc, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une pression des fabricants de produits phytosanitaires pour rehausser la référence et les normes sur les métabolites. Or, eh bien non, puisqu'il y a des vrais problèmes de santé, alors particulièrement pour les gens fragiles, les enfants, les femmes enceintes, mais pour toute la population. Alors l'écologie aujourd'hui, on en parle aussi en matière de production d'énergie. On est dans une époque compliquée, on le voit avec la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement en gaz, on le voit aussi avec cette crise de l'énergie, cette crise de la production énergétique. Les réacteurs nucléaires français ne tournent pas à plein régime. Alors on va parler du nucléaire. Justement d'ailleurs, je vais évacuer la question tout de suite. Est-ce qu'il faut une centrale nucléaire en Bretagne? Vous allez hurler. Je vais hurler, mais c'est pas que moi. L'histoire bretonne, avec la mobilisation à Plogoff, a montré que l'adhésion était loin d'être là pour la région Bretagne. Donc, moi, je participe à un groupe de travail qui a été mis en place, donc qui est avec tous les groupes politiques au niveau du Conseil régional, qui est un groupe de travail sur la transition énergétique, où nous allons, au regard en effet du contexte que vous situez, géopolitique, de la guerre en Ukraine, nous allons reprendre les travaux du SRADET, de la trajectoire de transition énergétique en Bretagne, et du coup de se réinterroger sur quelle peut être la capacité de production en Bretagne et particulièrement d'énergie renouvelable. Moi, je fais le lien entre nucléaire et eau. C'est pas tenable, les centrales nucléaires. C'est pas tenable parce qu'on a besoin d'eau pour refroidir les réacteurs. Or, l'eau qui manque. Donc, ça n'est pas tenable, en Bretagne ni ailleurs. Et en plus, non seulement, en plus, il y a des questions de santé, là aussi. Mais même, voilà, par rapport à la ressource, ça n'est pas tenable. Alors, aujourd'hui, très clairement, nous, on s'est positionné en faveur des parcs éoliens offshore. Voilà. Mais évidemment, on pose aussi la question d'une plus grande concertation, d'une plus grande association des acteurs. Il y a un cas d'école à Saint-Brieuc, dans la baie de Saint-Brieuc, où le parc éolien a été fortement contesté, en particulier par les professionnels de la pêche. Il y a aussi ce côté, j'allais dire environnement visuel, où beaucoup de gens disent « Ah bah oui, mais alors nos paysages, nos couchers de soleil sur la mer, on verra des éoliennes aujourd'hui. » Est-ce qu'il va falloir s'adapter, changer de paradigme ? Bon, écoutez, moi, je relativiserai la question du paysage, parce que des côtes, ça va pas être plus haut que la taille d'allumettes. Donc, faut vraiment relativiser. Là aussi, on a besoin d'avoir un débat sérieux et rigoureux. D'autre part, les pêcheurs, quand la région Bretagne avait la main sur ce projet, à un moment donné, c'était Jannick Morisseau qui était vice-présidente de la mer, ça remonte, il y a plus de 15 ans, il y avait eu un vrai travail de concertation et les pêcheurs étaient favorables, ils étaient allés visiter, voilà. Nous, le groupe Brest-Aglaise, ce que l'on défend, c'est le fait que dans ces projets-là, il y ait dans la gouvernance une collectivité et particulièrement la région Bretagne, pour continuer à faire ce travail de dialogue, de concertation, parce que force est de constater que l'État, puisque c'est l'État qui a repris la main, n'a pas cette capacité-là, et l'État qui après a confié le marché à Iberdrola, ça ne fonctionne pas dans le dialogue. L'État est trop éloigné finalement. Complètement. Pour pouvoir prendre des décisions, les bonnes décisions. Est trop éloigné, dans une culture, très centralisatrice, donc pas de confiance par rapport aux acteurs locaux, ou en tout cas éloigné de cette culture-là. Donc forcément, une collectivité régionale est en proximité avec le réseau des acteurs et connaît son territoire et ses territoires bretons. Alors, je vais vous embêter encore un petit peu, Valérie Tabar, sur le terrain, quand
on va un petit peu se balader dans la campagne, souvent on entend dire « Oh là là, les éoliennes, c'est grand, c'est moche. » Voilà. Il y a aussi une forme de refus des éoliennes. On les veut bien, mais pas forcément à sa porte. Oui, mais justement, la question de l'appropriation sociale, ça passera aussi par l'investissement des gens. Voilà. Et quand j'étais maire de la commune de Lornan, on a porté un projet qui n'a pas encore vu le jour, mais dans le droit fil de ce qui s'était passé dans le Menet, c'est le fait de porter des parcs éoliens qui soient financés en grande partie par l'épargne des gens, et du coup les gens vont pouvoir deviennent acteurs, complètement sont acteurs et vont pouvoir bénéficier aussi d'une rémunération, et donc forcément les éoliennes on les voit pas pareil tous les matins quand on se dit que ça va participer à augmenter son revenu, son capital, parce qu'on a investi et qu'on va avoir une rémunération. Eh bien on voit pas pareil les éoliennes, on les voit beaucoup mieux intégrées dans le paysage, et ça c'est évident, hein. On le voit sur le pays de Redon aussi, hein, dans la manière dont des éoliennes appartiennent à 100% à des citoyens, à des habitants. Eh bien c'est accepté. Donc l'acceptation sociale, elle est dans cette capacité à mobiliser et à ce que les gens investissent économiquement dans les éoliennes. Ça devient leur outil. Alors aujourd'hui, il y a deux grandes préoccupations. Il y a l'environnement, il y a le réchauffement climatique, il y a aussi les problèmes sociaux. On a vu hier une journée de mobilisation partout en France, assez suivie ici en Bretagne également. Est-ce qu'il va falloir aussi que les élus, écologistes compris, s'approprient ce volet social où aujourd'hui on a l'impression que les gens vivent de plus en plus mal, ont du mal de ce grand monde, ce grand monde, j'allais dire dans cette société mondialisée en tout cas. Est-ce qu'il va falloir se rapproprier le terrain, la proximité? On le fait, hein, c'est le cas. Enfin, moi j'estime que je suis une élue du terrain, je me suis toujours intéressée aux questions économiques et sociales dans mon parcours professionnel ou dans mon parcours politique, donc on le fait. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose là de très important, c'est-à-dire entre écologie et social. Forcément, il faut pouvoir dire aux gens que ce sont aujourd'hui les plus gros revenus, les riches aujourd'hui, qui doivent, en tout cas moi je prône ça, et c'est la gauche aussi qui est sur ça, sur des mesures de régulation, c'est eux qui doivent faire des efforts. Et c'est certainement pas les gens qui ont des revenus modestes, hein. De toute façon, très clairement, hein, on sait très bien que en production de tonnes de CO2, il faudrait être autour de 3-4 tonnes, très clairement. Les gens pauvres ou modestes ne produisent pas plus de ces équivalents de CO2. Hein. Par contre, des gens, évidemment, qui ont des moyens vont consommer beaucoup plus, donc participent à un impact climatique beaucoup plus fort, et ils sont à 10, 15, 20 tonnes équivalent de CO2 par an. Donc là, clairement, bien sûr, écologie et justice sociale et fiscale sont complètement rattachés, reliés. Alors on parlait de ces mouvements sociaux, ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est les rémunérations. On pense à M. Pouyanné, le patron de Total, qui a publié hier un tweet où il a dit « J'en ai marre qu'on me pointe du doigt, voici ma rémunération ». C'est vrai qu'aujourd'hui, ça choque quelqu'un qui perçoit 6 millions d'euros par an, alors qu'aujourd'hui, des gens ne peuvent plus se chauffer ou ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, hein, tout simplement, qui sont des gens qui travaillent, en l'occurrence. Est-ce que là aussi, il va falloir mettre en place une forme de régulation de ces grandes entreprises comme Total, pour aussi peut-être partager les richesses, pour aussi peut-être avoir un aspect écologique qu'ils revendiquent, hein, mais bon, voilà, peut-être moins verdir, être plus dans la réalité. Oui, mais complètement. Enfin, tous les enjeux. Alors ça, c'est plutôt de l'ordre des parlementaires, hein, de ce qui est porté, puisque le pouvoir législatif ça a des impacts dans notre région. Comment ça a des impacts dans notre région, partout. Hein, voilà. Oui, complètement. Mais en tout cas, bien sûr, bien sûr, c'est cette régulation, c'est cette taxation des super profits, c'est le fait de réduire les écarts de revenus, les écarts de salaire, parce que c'est le faire société, c'est la cohésion sociale. Et qu'à un moment donné, les urgences écologiques et climatiques nous obligent aujourd'hui à ça, évidemment.
Alors aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de déplacement, de mobilité. Alors ça, c'est une grande prérogative de la région Bretagne qui fait beaucoup pour le train et pour les mobilités douces, pour le vélo également. On parle aussi de la voiture électrique. Mais alors, moi j'ai une question assez basique. Je n'ai pas de voiture électrique, mais je m'interroge, comme tout citoyen. D'abord, il faut pouvoir payer cette voiture électrique. Elle est chère encore aujourd'hui. Mais si demain tout le monde roule à l'électrique, avec des problèmes de production d'électricité, est-ce qu'on va y arriver finalement? Est-ce qu'on va arriver à faire la boucle, hein? Oui, bah c'est sûr. Alors, la voiture électrique peut avoir sa place, hein, et c'est vrai que toute la question des mobilités sur les territoires ruraux se pose. Pour autant, je pense qu'il faut vraiment massifier les transports en commun, et même pour les territoires ruraux. Moi, par exemple, hein, je prends systématiquement aujourd'hui un bus de Bresgau, Plémet-Rennes, et pour tout vous dire, je l'ai découvert pas au tout début de mon mandat, donc il y a des choses qui existent, qui sont peu connues, et ça change des habitudes, mais voilà. Donc je pense que ça passe vraiment par le fait de massifier les transports en commun, de remettre des lignes ou de cadencer un peu plus des lignes de train et de bus. Donc moi, je pense que la solution, elle peut être dans la solution individuelle d'un transport pas carboné, hein, d'une voiture électrique, mais avant tout dans la recherche du transport en commun. Alors, ça demande aussi des moyens. On parle beaucoup de décentralisation. Là, ça nous amène à l'autonomie. Je l'ai souvent dit avec différents interlocuteurs ici au micro de Bretagne 5, différents invités. Aujourd'hui, le mot autonomie ne fait plus peur. Qu'est-ce que serait, selon vous, une Bretagne autonome? Alors, autonomie ne fait plus peur, mais malgré tout, moi je prends encore la mesure que c'est pas tout à fait dans la grammaire. En France, en Bretagne, une Bretagne vraiment autonome, enfin l'autonomie telle que nous la définissons, le groupe Brésaglaise, et on participe à un groupe de travail, hein, avec piloté d'ailleurs par Michael Kernès, le premier vice-président de la région Bretagne. C'est justement une autonomie, c'est l'autonomie pleine et entière, c'est cette capacité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de pouvoir légiférer, avoir des lois propres. Donc ça veut dire qu'il y a une discussion avec l'État et un partage. On ne dit pas toutes les lois, mais particulièrement par exemple sur la question de l'eau, hein, qui est singulière, qui se pose de manière singulière en Bretagne, qui renvoie au modèle agricole. Et on sait que ce secteur agricole, le poids qu'il a économique. Donc là, oui, avoir pleinement la capacité à légiférer, faire des lois, à réglementer aussi, à lever les impôts aussi. Et donc, c'est ça. Et une région plus autonome, c'est une région plus démocratique. Parce qu'on amène le pouvoir vers les citoyens reconnaissent, ont en face d'eux des interlocuteurs en proximité, et puis et aussi les élus locaux, les élus locaux vis-à-vis d'élus régionaux, dans un dialogue politique très riche. Donc c'est aussi une question de revitalisation de la démocratie, une région plus autonome, et puis forcément, nous on l'associe aussi avec la réunification avec la Loire-Atlantique, hein, et dans le vœu qui a été voté en avril, qui a été impulsé par le groupe Brésaglaise, et qui a été voté par l'Assemblée régionale, par tous les groupes politiques. Donc c'est bien le vœu du Conseil régional aujourd'hui, il n'a pas été voté par le groupe RN. Ce vœu intègre bien la question aussi de la consultation de la Loire-Atlantique pour la réunification. Alors ça veut dire plus de démocratie, ça veut dire aussi avoir un meilleur contact avec ces élus qui ne sont pas très loin, puisque Rennes c'est finalement pas très loin en Bretagne, puis des élus sont sur le terrain, vous le soulignez Valérie Tabar. Ça veut dire aussi peut-être réconcilier les Bretons avec les urnes. Même si on vote bien encore en Bretagne aujourd'hui, on a quand même vu qu'une grande partie de la population, pour les dernières élections, y compris l'élection présidentielle, ne s'est pas déplacée, parce que il y avait ce côté, on en a un petit peu marre de la politique, on nous écoute pas, voilà. Est-ce que ça peut aussi créer, j'allais dire un regain de démocratie, un regain d'envie, mais complètement, d'envie politique. Complètement. Il faut constater, hein, que l'abstention est de plus en plus importante sur les élections régionales. Autant en 86, au tout départ, elle avait mobilisé, autant. Donc là, bien sûr, il va falloir, et on a des exemples.
en Corse, à partir du moment où ils ont eu davantage de pouvoir, un statut particulier, les Corses sont allés voter plus massivement. Donc il y a vraiment, vraiment cet enjeu de revitalisation de la démocratie et du coup, évidemment, qui a pour impact le fait que des gens se déplacent aux urnes parce qu'ils y voient un enjeu. Il y a un enjeu. Et aujourd'hui, la région, elle fait des choses, mais elle reste pour les Bretons et les Bretonnes très très peu visible, très peu identifiée. C'est un peu abstrait finalement. On ne connaît pas toujours le nom du président de la région. Moi, j'ai fait un peu le test. On dit oui, alors je sais pas qui c'est. Voilà. Oui, donc voilà, il s'agit pas d'attaquer Loïc Chenet-Girard, mais souvent les gens ne connaissent pas le nom simplement du président de la région. Mais non, mais parce que la région Bretagne prestait très peu. Même sur un plan budgétaire. C'est rien par rapport à la métropole rennaise. Donc, il faut pouvoir exercer des pouvoirs législatifs, réglementaires et avoir une vraie capacité financière pour piloter des politiques qui ont des impacts directs dans le quotidien des Bretonnes et des Bretons. Et bien sûr, les mobilités, on en parle, sur l'agriculture et l'alimentation de qualité, sur un cadre de vie qui soit sain, la qualité de l'eau, l'environnement, la question du bocage, les paysages. Donc à partir du moment où les Bretons et les Bretonnes verront des politiques qui vraiment changent, impact après toutes les souvent la litanie de problèmes qu'on traîne et qu'on n'arrive pas à régler. Bon, on passera de l'action par rapport à la posture finalement. Oui, complètement. Complètement et pas toujours se tourner vers Paris, mais voilà, à un moment donné, on aura aussi à compter sur nous-mêmes et sur notre capacité, les Bretons et les Bretonnes, à nous rassembler, à exercer les responsabilités et à répondre à nos préoccupations et à nos questions. Il reste une petite minute, je regarde mon réalisateur qui me fait les yeux noirs, je vais encore déborder. Valérie Tabar, on a parlé de démocratie, je voulais conclure là-dessus. Aujourd'hui, on a une guerre en Europe, en Ukraine, une guerre qui traîne, avec toutes les conséquences, on les a évoquées, qui arrivent directement aujourd'hui auprès des citoyens français et des Bretons. C'est aussi une question de démocratie. On voit dans certains pays d'Europe comme la Suède ou encore l'Italie, les extrêmes arriver au pouvoir. Est-ce que, j'ai posé également cette question à plusieurs invités, je voulais vous entendre là-dessus, est-ce que c'est de nature à vous inquiéter pour l'avenir ? Inquiété, mais en même temps, ça donne de la détermination. C'est-à-dire que les questions, justement, on a parlé de l'autonomie, on a surtout parlé de l'autonomie politique. L'autonomie, elle est sur tous les plans. C'est la question de la souveraineté. Donc ne laissons pas au Rassemblement national la question de la souveraineté économique, la réindustrialisation, la relocalisation. Ne laissons pas au RN. Parce que nous, la question de l'autonomie, sur économique, énergétique, cette question de la souveraineté, on l'envisage complètement dans un cadre européen et ouvert sur le monde, et certainement pas dans le repli. Donc, ça me rend encore plus déterminée. Et par contre, en effet, il faut pouvoir faire ce travail. Il y a un combat partout où nous sommes, les gens progressistes, pour aller chercher les voix des abstentionnistes, aller parler aux électeurs du RN. Et nous, dans le cadre de la 3e circonscription, moi j'étais suppléante du candidat Antoine Ravard, dans le cadre de la gauche rassemblée. Nous travaillons à une proposition d'éducation populaire, de proposer des débats, parce que, en effet, il ne faut pas lâcher le terrain. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est ça, c'est qu'on mène cette bataille autonomie, souveraineté dans un cadre européen. On va s'arrêter là, on a dépassé un petit peu le temps, pardon à notre réalisateur. Valérie Tabar, conseillère régionale écologiste et autonomiste, membre du groupe Braise-Aglaise, était avec nous ce matin. Je vous remercie Valérie Tabar, il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez, c'est promis. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.